Palais de justice. Lorsqu'Edmond pénétra par le portique d'entrée de l'invraisemblable palais, la monumentale et éclectique construction de Joseph Pollert, elle fut immédiatement saisie par les dimensions déraisonnables de l'édifice, comme écrasée par le poids de l'institution. Après avoir demandé son chemin à un agent de sécurité, elle déambula hagarde dans l'étrange salle des pas perdus, sous la lumière de la vertigineuse coupole. Puis, dans une de ces galeries gigantesques aux colonnades et pilastres titanesques, elle gravit un escalier monumental ornementé de sculptures antiques et accéda à l'étage à un réseau de belles galeries qui l'emmena vers une porte de bureau assez insignifiante. Elle fut frappée en entrant dans le bureau par l'étroitesse des lieux. La toute petite Yvonne Chester de Rimont était posée là dans son fauteuil de cuir noir. « Bonjour Edmond, je vous attendais. » Bonjour madame la procureure. Yvonne, ça ira amplement. On se connaît un peu maintenant. Oui, grâce à Jean. Je vous remercie, Yvonne, de prendre le temps de me recevoir. Je vous en prie. J'ai ressorti et relu les dossiers judiciaires concernant Henri Moulinsart et Charles de la Hutinière. De quoi souhaitez-vous m'entretenir à propos de ces deux affaires? En commençant par le commencement. Pour moi, ces deux affaires sont corrélées. Je m'explique. Les menaces de mort dont Henri a été la victime et le crime dont mon cher frère, sont le fait des mêmes personnes. De plus, l'accident d'Henri n'en est pas un, mais un meurtre maquillé en accident. Edmond raconta d'abord tout ce qu'elle savait sur les affaires d'Henri et sur la trahison de Jacques, le rapport qu'il pouvait y avoir entre les menaces reçues et la suite tragique des événements. Elle s'étendit sur le rôle réel d'intermédiaire et du supposé maître chanteur de son frère Charles. Elle conclut qu'elle ne comprenait pas pourquoi les enquêtes de police n'avaient pas tenu compte de ces éléments. Yvonne Chester de Rimont l'écoutait sans l'interrompre. Edmond marqua un temps d'arrêt avant de poursuivre. Mais je suis surtout venu pour vous expliquer ce que personne ne sait et que je ne pouvais pas dire à l'époque des faits. Je vous en prie, continuez. Quand j'ai connu Joseph Henrico, je ne savais pas qui il était réellement. Il m'a expliqué qu'il était une sorte de représentant de commerce. Peu importait, je n'ai écouté que mon cœur, et je suis instantanément tombée amoureuse de lui. Et cet amour passionnel fut réciproque. Il ne savait pas qui j'étais non plus. Par hasard, il s'est aperçu que j'étais la mère de Pascal. Peu de temps après, il m'a avoué qu'il était venu à Bruxelles pour exécuter un contrat. Il était un tueur à gages. Et il devait tuer mon fils Pascal. Jorico, on l'appelle comme ça depuis l'enfance, a renoncé à son horrible projet par amour pour moi. Évidemment, j'ai quand même voulu le quitter et le dénoncer, mais je n'ai pas pu. L'amour a finalement été le plus fort. Jorico a eu des ennuis avec le ou les commanditaires qui ont tenté de le tuer. Il avait disparu sans rendre l'argent et il avait dû rembourser des dettes avec la moitié de l'argent reçu pour ce contrat. Quand ils ont su que nous avions une relation, ils m'ont menacé, et j'ai dû payer cette forte somme d'argent à sa place, pour qu'on nous laisse tranquilles. Je peux le prouver. Les menaces qui planaient sur Henri et la famille n'étaient donc pas une plaisanterie. Mais comprenez-moi, je ne pouvais pas parler sous peine de faire de grands ennuis à Jorico. C'est alors qu'il m'a dit qu'il voulait remonter la piste du ou des commanditaires, et ceci grâce à son informateur afin de les dénoncer et sauver mon fils. C'est vrai qu'il s'est rendu chez Charles, car son informateur avait entendu prononcer son nom. Il voulait lui demander des explications. Je ne voulais pas croire que Charles était mêlé à cette affaire, et j'étais contre son initiative. On s'est fâché. Il y est allé tout de même. Mais il est arrivé trop tard, et il a trouvé porte close. Charles était déjà mort. Jorico a été inculpé simplement parce qu'il avait laissé ses empreintes digitales sur la poignée de la porte palière. Yvonne notait l'essentiel dans un style télégraphique. Edmond raconta ensuite dans un flot de paroles ininterrompu ce qu'elle savait sur les relations qu'entretenaient Walter, Jean, Cartofoli, Wolf, et d'autre part Walter et Barrette. Yvonne demanda des précisions sur tous les personnages qu'elle ne connaissait pas. Elle lui parla aussi de leur ami commun Jean. Elle dit qu'elle ne comprenait pas ce qu'il venait faire dans cette histoire. À la fin de l'exposé d'Edmond, Yvonne souffla bruyamment et se reposa sèchement sur le dossier de son fauteuil. « Comme vous y allez, Edmond.
Vous me parlez là d'un véritable complot d'intérêts politico-financiers liés au crime organisé. Et en sus, vous me parlez d'une affaire d'espionnage à haut niveau impliquant les États-Unis. Vous vous rendez compte? C'est énorme. Oui, mais je me rends compte. Mais vous savez, Yvonne, dans cette histoire tragique, j'ai perdu 3 hommes qui me sont très chers, à mon cœur. Le premier est le père de mon enfant, le deuxième est mon frère adoré, et le troisième l'amour de ma vie. Les 2 premiers sont décédés, et le troisième en prison pour 20 ans. Et j'ai même failli perdre la chair de ma chair, mon fils, qui était la cible du contrat. Alors je n'ai plus grand-chose à perdre. Je comprends très bien Edmond. Edmond, sous le coup de l'émotion, trouva quand même en elle la force de continuer. Il faut bien que vous compreniez une chose. J'ai décidé de consacrer ma vie et mes moyens à révéler la vérité, quoi qu'il en coûte, et surtout, quoi qu'il m'en coûte. Mais il faut de très solides preuves pour s'engager dans cette voie, car vous n'ignorez pas que vous allez vous heurter à un système bien établi, voire à l'institution. C'est le pot de fer contre le pot de terre. Je sais que je ne pèse rien dans ce combat, même si je bénéficie de quelques appuis et relations. Vous pensez à la révision du procès de Joseph Enrico? Absolument. Tout part de là. La révision permettra, je l'espère, enfin d'argumenter sur les 2 affaires en même temps. L'affaire Moulinsart de la Hutinière, comme je la nomme. Le chemin sera long, mais je parviendrai à mon but. Morte ou vive, c'est le combat de ma vie. Ma chère Edmonde, je loue votre détermination et votre courage. Mais qu'attendez-vous de moi au juste? J'attends que vous me disiez la vérité. Enfin, ce que vous savez sur l'affaire dans laquelle vous avez été nommé procureur. Yvonne resta silencieuse un moment. Edmond, je ne saurais l'expliquer, mais j'ai confiance en vous. J'ai ressenti une proximité dès que je vous ai vu chez Jean. C'est pour cela que je vous ai proposé de venir me voir. Je suis sincèrement touché par les drames que vous avez vécus. Vous avez frappé à la bonne porte, car j'ai vraiment le désir de vous aider. Ce que je sais, à vrai dire, et si je me réfère à tout ce que vous venez de me raconter, j'en sais bien moins que vous n'en savez. Mais il y a des choses qui ont pu me troubler à l'époque. Déontologiquement, je ne devrais pas m'ouvrir à vous. Je prends donc sur moi. Au moment du procès de votre frère, nous avons été convoqués tour à tour, moi et le juge Joubert, en charge du procès, par le parquet général. Je tairai sciemment le nom de celui qui nous a reçus. Cette personne nous a signifié très clairement plusieurs points. Il ne devait pas y avoir de remous autour de cette affaire. Les journalistes et autres fouilles-merdes, je le cite, ne devaient pas recueillir d'écho au palais, car cette affaire concernait le beau-frère d'Henri Moulinsart, grand industriel et personnage iconique et important pour la patrie, décédé tragiquement peu de temps avant. Rien ne devait venir ternir son image. L'accusé Joseph Enrico était un dangereux criminel de renommée internationale et qu'il fallait absolument le mettre hors d'état de nuire. En quelque sorte, l'occasion se révélait idéale. Il rajouta que d'autres États européens réclamaient son extradition. Ce processus juridique compliqué posait un problème sérieux à l'État belge, au vu du lourd passé de l'accusé et du lien qu'entretenait celui-ci avec vous, et par conséquent avec la famille Moulinsart. Le ministre de tutelle ne voulait absolument pas de retentissement à la bourse, ni d'agitation dans les milieux économiques et financiers. En résumé, et entre les lignes, il fallait comprendre que propulser Joseph Enrico en coupable idéal afin de le mettre à l'ombre pour un moment était la seule issue possible de ce procès. Le procès s'est donc déroulé calmement vers l'objectif prévu. Joseph Enrico s'est très mal défendu et son avocat, un des plus mauvais que je connaisse, n'a pas eu de ligne de défense efficace. L'affaire fut donc assez vite entendue. Yvonne Chester-Dorrimont avait l'éloquence facile et une voix agréable. Elle était très plaisante à écouter. Je comprends maintenant pourquoi vous avez été si sévère au procès et pourquoi le juge Joubert s'est montré inflexible et presque borné. Je comprends aussi la célérité avec laquelle le procès s'est tenu et a été expédié. Mais pourquoi avoir demandé la mise à l'écart de Joricoe dans sa prison? Sans doute une consigne venant directement du cabinet du ministre de la Justice. L'administration pénitentiaire y a obtempéré sans réfléchir. Yvonne hésita un instant et continua. Peut-être aussi pour éviter qu'il ne parle à d'autres prisonniers, des choses que vous venez de me révéler. Vous insinuez qu'en lieu, ils étaient au courant de tout? Edmond s'emporta un peu.
Mais c'est scandaleux. Oh là là, doucement, Edmond. Ne vous emballez pas. Je n'ai rien affirmé de tel. Ce n'est qu'une supposition et rien d'autre. Je suis désolé, je suis tellement à fleur de peau. Je comprends. Vous devriez quand même réfléchir par rapport à Joseph Enrico, même si j'ai l'air de m'immiscer dans votre vie privée. Vous avez fait le choix d'une relation difficile avec cet homme. Ma chère Edmond, et sans se placer sur le plan de la morale, c'est tout de même un tueur qui était prêt à exécuter froidement votre enfant, un tueur impuni, qui a d'autres assassinats sur le dos. Vis-à-vis de la société, il doit payer. J'assume complètement notre amour, et je l'assumerai toujours. Et puis Jéricho est en train de payer sa dette. Je n'ai jamais dit qu'il ne fallait pas qu'il soit puni. Il est à l'isolement. Et il est en passe de faire sa révolution intérieure et de changer profondément. Je suis chrétienne et fervente pratiquante. Je crois à la rédemption. Cela peut paraître étrange pour une chrétienne, mais je crois aussi à la métempsychose. Notre âme porte les réminiscences de nos vies antérieures, donc aussi les vertus. Elles ne peuvent avoir été oubliées complètement. Moi aussi je suis chrétienne, mais je ne crois pas que ces gens-là puissent vraiment changer. Croyez ce que vous voudrez, Yvonne. Ne le prenez pas mal, je ne suis pas là pour vous juger. Je vous le répète, je suis là pour vous aider. Parce que c'est vous, Edmond, uniquement vous. Alors que pouvez-vous faire pour moi? Tout d'abord, je peux vous obtenir une protection policière. Je crains pour votre sécurité à terme. Non, je vous remercie, je n'ai pas peur, même pas de mourir. C'est courageux, mais peut-être inconséquent. Vous avez un enfant qui a besoin de vous. Je recherche la justice, et la justice de Dieu. C'est ma seule motivation, avec l'amour, bien entendu. Le visage d'Edmond s'éclaircit enfin. Comme je vous comprends. Avec mon pauvre Alfred, cela fait bien longtemps que je ne vibre plus. C'était aussi mon cas avec Henri. Yvonne regarda sa montre. Bien, ma chère Edmond, il faut que je me rende à mon prochain rendez-vous. Je vais réfléchir. Je vous tiens au courant sur ce que je pourrais faire pour vous aider. Edmond se leva et remit son impair. Je vous remercie de m'avoir écouté. Ne me remerciez pas, ma conscience me parle en ce moment. Elle me dit que j'aurais sans doute pu être une autre sorte de procureur. On ne se refait pas. En s'éloignant du palais sous la pluie battante, Edmond pensa qu'elle avait trouvé une complice en Yvonne. Les deux femmes se comprenaient et s'estimaient bien. C'était un pas de géant pour Edmond. Elle était presque heureuse et se sentait moins seule.